Oui, je suis Oscar Kolecha. Pour le moment, je suis focalisé dans le domaine des transports fluviaux. Je suis armateur des baleinières en bois. Si vous consultez le dictionnaire, vous verrez, on a défini là-bas les mots baleinière comme tout bateau qui sert à chasser les baleines. C'est ce qu'on appelle baleinière. Mais ce concept est utilisé abusivement. Les gens appellent bateau en bois, baleinière. Je ne sais pas. C'est suite à sa forme qu'ils ont eu à comparer aux poissons qu'on appelle baleines. C'est pourquoi ils appellent les bateaux en bois baleinière. Je considère d'abord ça comme une pirogue, mais dont on a développé la dimension et la capacité de contenance. Les fabricants, ce sont les mêmes personnes qui fabriquent des pirogues en grande dimension et qui ont développé aussi cette capacité-là de construire des baleinières, ce qu'on appelle baleinières abusivement. Bien que c'est les bateaux en bois, les concepteurs sont presque dans tous les villages se trouvant aux rives de Kasaï, que ce soit sur le fleuve Congo. Mais avec le temps, j'espère bien qu'il y aura un développement, une avancée qui fera à ce que cette conception ne soit plus utilisée d'une façon archaïque. Parce que pour le moment, c'est tout celui qui a été initié à la fabrication qui peut le faire. Et c'est différent avec les bateaux en bois européens, c'est différent avec les bateaux en bois dans d'autres cieux. Mais ici, nous avons des concepteurs, je ne crois pas qu'ils sont passés par une formation classique. C'est juste du tic au tac, c'est-à-dire il a été à côté de quelqu'un qui avait cette facilité-là, cette possibilité de fabriquer. Il a aussi appris aujourd'hui, il se proclame selon les capacités qu'il a réussies auprès de ceux-là et commence aussi à construire des baleinières. Comme les deux engins que nous avons, les bateaux en bois que nous avons, l'un a été construit à Maluku par un fabricant de là, et le deuxième c'était à Panucité. Il y a de cela 3 ans pour la grande, ce que nous avons appelé Esther 2. Mais Esther 1 de petite dimension, elle a été construite à Maluku. La durée d'abord dépend de la qualité des bois et de la conception. Lorsque les bois sont déjà secs, et on les a reconstitués pour monter ce qu'on appelle baleinières, les bateaux en bois. Mais je reviens sur les mots baleinières pour que les gens comprennent, parce que c'est ceux qui connaissent beaucoup plus. Les fabricants qui ont monté la baleinière que nous avons nous a parlé qu'une durée normale pour la sécurité aussi des utilisateurs, ça peut prendre 7 ans, 8 ans, mais lorsque vous allez déjà au-delà de 10 ans, vous courez les risques parce que ce sont les bois. Même le métal peut aussi faillir à un certain moment. Comme ce sont les bois, c'est à vous d'apprécier, vous les utilisateurs, vous regardez l'état où la chose est en train d'aller. Si vous trouvez que non, ça ne va pas, avec cet état, on ne peut plus bien naviguer, il faut d'office chercher une autre ou changer de bois. Parce qu'il y a le vent qui peut souffler sur le fleuve. Vous pouvez heurter les sables, vous pouvez heurter une pierre. Alors, pour la sécurité des personnes et des marchandises, il ne faut pas trop longtemps utiliser ça. Soit vous remplacez les bois, soit vous en fabriquez une autre. La contenance des moteurs dépend aussi de la grandeur. Une baleinière, par exemple, de 1500 sacs, ou soit 2000 sacs de grand format, vous ne pouvez pas mettre des moteurs parce qu'il ne sera pas à mesure de naviguer convenablement. Pour la descente, oui, parce que le courant d'eau vous amène, mais pour la montée, il serait pratiquement impossible. La baleinière de 1500 sacs ou 2000 doit avoir normalement 4 moteurs au support. Mais la petite qui peut prendre 700 sacs, 500 sacs, vous pouvez placer même 2 moteurs. Oui, ça va parce que la descente ne pose pas du tout de problème. C'est la montée. C'est de même avec les bateaux. Vous ne pouvez pas placer 5 barges sur même poussière avec
un seul moteur qui ne sera pas en mesure. Donc, tout dépend de la contenance et de la grandeur qu'il faut placer maintenant des moteurs. Nous avons la partie arrière où on utilise là où on peut appeler ça salle de machine parce que c'est là où sont placés les moteurs au niveau des supports. Et nous avons la toiture, nous avons la partie qui est pointillée queue. Il y a aussi les fonds, comme le ventre, quoi, hein, ce qui contient tout ce que nous mettons là-bas. Mais je ne sais pas définir classiquement les parties. Mais voilà, avec ce que j'explique, vous pouvez déjà comprendre qu'il y a des parties maîtresses, partie du quai, et nous avons aussi l'arrière où on place les moteurs, appelée salle de machine, mais on peut aussi mettre des cabines, comme des chambres. Vous avez pris place à bord de nos engins, vous avez vu, il y a des cabines, il y a des chambres, tout ça. Pour le moment, nous utilisons les moteurs Shandong, soit Dauphin, ça provient de la Chine. Ces moteurs-là sont utilisés parce que nous n'avons pas de garages, nous n'avons pas de maisons de pièces de rechange dans nos rivières d'ici. Alors, lorsque vous avez ce genre de moteur, il y a beaucoup de gens qui s'en sortent au moins dans ça pour la réparation, tout consort. C'est ainsi que nous préférons beaucoup utiliser des moteurs Dauphin ou Shandong. Nous avions des moteurs Majuris type européen, mais nous avons compris qu'on a chaque fois des difficultés. Quand il y a casse, soit en cas de panne, la pièce doit être toujours cherchée à Kinshasa ou ailleurs. Alors, nous plaçons ces moteurs-là de Shandong parce que ce n'est pas vraiment trop technique. Même les bricoleurs peuvent essayer de faire quelque chose et surtout que ce n'est pas non plus électronique, c'est simple pour la mécanique. Et les pièces sont retrouvées presque dans toutes les grandes cités, que ce soit même dans certains villages, vous pouvez retrouver les pièces facilement. Comme on a toujours détourné les bateaux métalliques, on peut aussi détourner les bateaux en bois. Et en cas de quoi, vous devez aussi vous présenter avec ces documents qui vous donnent la qualité d'être responsable. Nous avons les certificats de navigabilité, d'autres accessoires comme les permis de sortie, tout ça, ça sont des documents qui sont livrés juste les jours du départ. Quand vous voulez vous déplacer, vous devez passer auprès de l'autorité compétente qui va vous établir ces documents. Comme DGM, nous avons aussi les documents des forces navales, tout ça, et donc les services des renseignements aussi. Nous avons les permis de sortie qui vous autorisent les déplacements. Et quand vous arrivez à la destination, vous ne pouvez pas descendre avec les mêmes documents de formalité. À partir de là, il faut encore revenir à la même procédure, que l'on puisse poser les mêmes actes là-bas pour la descente. Et tout ça, c'est pour une sécurité, dans le sens qu'en cas de quoi, vous pouvez être aussi protégé par la loi. Il y a des services de contrôle technique, mais c'est une fiction. Dans le sens que ces services sont reconnus tels que. Mais dans la faisabilité, il n'y a rien. Ces services viennent, j'appelle ça tracasserie, dans le sens que quand vous êtes dans les besoins, ces services ne viennent pas à votre aide. Mais lorsqu'ils viennent, c'est pour exiger les documents. Qu'il y ait des documents ou pas, vous êtes obligé de donner quelque chose. Vous êtes obligé de dépenser. Nous avons les services, les marins qui sont là. En réalité, ce sont les agents de l'État qui doivent être pris en charge. Que ce soit pour leur séjour, tout ce qu'ils doivent utiliser, les carburants pour les déplacements. Ils sont là pour contrôler les frontières. Pas pour fouiller les engins, pas pour traquer les armateurs, non. C'est pour contrôler les frontières, pour que l'ennemi ne puisse pas traverser de l'autre côté. En cas de quoi, ils peuvent venir au secours. Il y a un accident, ils ont les moteurs hors bord, comme sauvetage, ils peuvent venir. Et qui doit aussi prendre ceci en responsabilité. N'agit pas à temps et ne les fait pas comme il se doit, alors nous acceptons cette tracasserie dans le sens que
Ils sont là, ils n'ont pas d'abord d'abri, les carburants pour le déplacement. Parfois, ils n'ont même pas de moteur. Ils sont en train de louer ça et là. Alors, lorsqu'ils se retrouvent dans un village où il n'y a même pas de téléphone, tout ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est se débrouiller avec les moyens de bord. D'où, qui doivent être victimes, ce sont les acteurs qui sont en train de naviguer. Vous devez payer de l'argent, vous devez donner du carburant. Bon, les passagers n'ont pas un document approprié pour prendre place à bord, mais il suffirait de prendre une liste de passagers et enregistrer ça dans les documents de DGM, qui est le service de migration. On va insérer tous ces noms là-bas. Il peut y avoir un problème en route, alors c'est ce document qui va témoigner que réellement telle personne avait pris place à bord. Concernant la relation, dans tous les domaines, il faut être un rassembleur. Il faut savoir causer avec les gens, savoir approcher les gens, vivre en paix avec les gens. Lorsque vous êtes courtois, lorsque vous respectez les engagements, cela attire les clients, cela attire des partenaires. C'est question d'être sérieux, savoir respecter les clients, écouter les revendications, même si on ne répond pas en intégralité, mais on essaie de faire quelque chose. Tout cela, c'est pour relancer l'activité, avoir beaucoup de partenaires, faire avancer nos activités. C'est dans ce sens-là que nous vivons avec eux. Mais ça semblerait être un peu difficile parce que ce monde, depuis un temps, on considère ça comme un monde désordonné où la réglementation n'est pas respectée. Alors, il y a certaines choses, il faut fermer l'œil pour attirer les clients. Mais on n'encourage pas n'importe quoi parce que vous êtes censé connaître que je suis juriste, je ne peux pas oublier ce que je suis, bien que je sois dans la navigation. L'application de la règle doit être partout et doit être respectée. Oui, effectivement, les commandants à bord, tout comme armateurs, est comme père de famille. Lorsqu'un enfant tombe malade, il ne va pas laisser cet enfant. Il doit prendre soin de l'enfant. Lorsque nous trouvons que le cas semble être compliqué, nous pouvons accoster dans un village, amener les passagers au centre. Nous pouvons contribuer à notre niveau, mais d'autres accessoires, les passagers aussi peuvent se prendre en charge. Lorsque on vit à côté des grands, il y a aussi possibilité que l'on devienne grand. Si la volonté y est de tricher, ce qui est important. Je vis depuis des années à côté de mon oncle, pasteur André Mbouech, que vous connaissez personnellement. J'ai vu ce monsieur faire tout. Il est pasteur, il construit, il conduit, voire même la moto, il fait tout. Alors tout au début, j'ai trouvé un peu ça bizarre et c'était difficile. J'ai dit, moi je suis jeune, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire cela. Mais quand je suis allé à l'université, j'ai compris qu'à un certain moment, je n'avais pas vraiment le souci de rentrer en famille pour chercher 2000 francs, 3000 francs. Parce qu'il m'avait appris beaucoup de choses. J'ai construit tel que vous me voyez là, vous verrez même dans certaines photos, j'ai des truelles, tout ça, j'ai construit des moellons. J'ai appris auprès de mon oncle. Et j'avais pris la décision de tricher tout ce qu'il fait. Et de temps en temps que je suis avec lui, il m'apprend toujours. Un homme ne faut pas croiser les bras. Dans la vie, il ne faut pas toujours compter sur les stylos. Vous pouvez avoir le bagage intellectuel, mais lorsque vous n'avez pas l'esprit de créativité, vous risquerez de mourir pauvre. Il faut tout apprendre. J'ai pris le temps de tricher. Tout ce que j'ai fait, je l'ai vu faire ça. C'est comme ça qu'il m'a motivé, j'ai eu les goûts. Parfois, je me dis, non, moi je suis jeune, je ne peux pas faire ça, je dois aller me balader avec des amis. À un certain moment, j'avais coupé tous ces sentiments pour apprendre. Quand j'ai eu cette volonté-là, d'office, l'aptitude est entrée en moi. Même les tâches que je voyais difficiles, j'ai commencé à les faire. C'est comme ça que j'ai appris cela parce que je suis resté à côté de quelqu'un qui faisait tout cela. Et j'ai eu à les tricher. Aujourd'hui, les gens m'apprécient. Mais moi, quand les gens m'apprécient, j'ai dit non, merci à ce monsieur-là, merci au Seigneur. Mais c'est par le canal de tel monsieur que moi, j'ai appris ça et que je suis ce que je suis.
Ah oui, c'est un moyen de communication, c'est un langage, mais oui, dans le sens que il y a du bruit des moteurs, on ne peut pas parler et on ne commencera pas à crier, d'où il faut utiliser les signes. Que ce soit les bateaux en bois, que ce soit les bateaux métalliques, un monsieur est devant, ce sont les agents de RVF qui sont engagés, mais comme l'État n'a pas ses propres moyens de transport, alors ces gens-là se débrouillent chez les privés, ils viennent, ils sont payés pour ça, ils maîtrisent bien les tronçons, comme nous avons un problème de signalisation, alors il faut chaque fois les engager. Quand il fait ça, cela veut dire au commandant que non, tu dois rester tout droit, ne va ni à gauche ni à droite. Quand il avance vers gauche, il indique qu'il faut aller à gauche. Quand il fait droite, il faut aller à droite. Alors tout cela, c'est fait par le signe. Hein? Il fait ça, parce qu'il n'y a pas moyen de se communiquer. Nous avons des Motorola, bien sûr, mais à un certain moment, ça peut décharger. Mais ce langage-là est facile parce que là, les vieux voient, le temps que les commandants soient préoccupés avec des Motorola, ils les regardent seulement, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe là. Nous avons besoin d'un commandant. Le commandant à bord, je peux encore l'appeler chauffeur pour que ceux qui ne maîtrisent pas le langage comprennent. Donc c'est celui qui conduit. C'est celui-là, le commandant. Dans un véhicule, nous avons le chauffeur. Alors, avec les bateaux, nous avons le commandant. En dehors de ces commandants, nous avons un mécanicien qui s'occupe de la technique, que ce soit pour les moteurs, que ce soit pour les shotels. Et nous avons aussi les matelots. Ceux-là sont pour sonder l'eau. Lorsque vous accostez, ce sont eux qui prennent le câble pour attacher l'engin. Ils doivent ranger les bâches. Ils sont là pour charger aussi la baleinière. Ils sont là pour charger les bateaux. Lorsqu'il est travail colossal, comme je l'ai dit au départ, nous allons faire recours aux journaliers qui doivent venir pour secouer. Donc ce sont des membres qui contrôlent tous, constituent un seul corps. Parce que si les matelots ne sont pas là, le commandant ne quittera pas la cabine de commande pour aller mettre le câble. Si le mécanicien n'est pas là, en cas de problème là-bas, le commandant ne quittera pas là où il travaille pour aller voir les problèmes techniques. Et dans la vie, nous nous complétons, donc chacun a un don, a une grâce que le Seigneur lui a accordée. Alors nous engageons ces gens selon leur aptitude, là où nous trouvons que celui-là est souple. Bon, comme les matelots, il n'y a pas une formation. Avant tout, il faut quelqu'un qui maîtrise bien nager, la navigation. Il sait comprendre, distinguer. Je vois là-bas, il y a du sable, là-bas, il y a des pierres, et là, quand même, l'idée de la navigation. Et c'est fini. Ce sont ceux-là qui sont vraiment importants pour naviguer. Vous ne pouvez pas naviguer sans matelot, vous ne pouvez pas naviguer sans commandant, vous ne pouvez pas naviguer sans mécanicien. Mais l'armateur, il n'est pas obligé d'être là, il peut ou ne pas être là, mais nous avons un gérant qui est là pour la facturation, taxation, charger l'engin, qui contrôle, donc il est le financier. Le message est simple. Nous sommes ici comme entrepreneurs. Nous faisons tout ça pour combattre le chômage. On ne peut pas seulement penser rester à Kinshasa, dans le bureau, soit au cabinet comme je suis juriste. On peut travailler dans tous les domaines. L'essentiel, c'est de survivre. L'essentiel, c'est de faire quelque chose d'importance pour la vie et combattre aussi le chômage dans notre pays. C'est pour cela que nous sommes ici.